Merci beaucoup, cher Tidjane Diawo. Nous en venons à notre deuxième invité, Seydi Gassama, qui est le directeur exécutif d'Amnesty International, section Sénégal. Bonsoir, monsieur Gassama. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. On va commencer par la Gambie. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de ce pays? Écoutez, je dirais que ce qui s'est passé en Gambie est très préoccupant. Pour nous, c'est une immense déception parce que nous fondions beaucoup d'espoir dans le processus en cours en Gambie. Le combat pour la fin de la dictature a pris des années. Elle a concerné des activités de toute l'Afrique de l'Ouest qui sont mobilisées pour qu'on arrive à ce changement. Jusqu'ici, le changement était conduit de façon satisfaisante. Il y a beaucoup de progrès en matière de droits humains. Mais subitement, le régime s'est réduit. Et ce qui s'est passé hier, ce n'est pas la première fois, parce que déjà, il y a quelques mois, dans le village de Faraba aussi, les militaires avaient tiré sur des manifestants pacifiques. Il y a eu 3 morts. Une commission d'enquête avait recommandé que ces militaires soient poursuivis. Le président a décidé de les pardonner. Et hier également, il y a eu des violences. Des personnes hospitalisées ont parlé de 3 morts. Le président et son gouvernement ont nié qu'il y a 3 morts. Ce que nous demandons maintenant, c'est qu'il y ait une enquête indépendante, approfondie, pour faire la lumière sur ces événements. Et surtout, traduire en justice éventuellement les responsables de ces actes. Même s'il n'y a pas eu de mort, il y a eu quand même beaucoup de blessés graves à la suite de ces événements. Nous demandons également que toutes les personnes arrêtées soient immédiatement libérées. Parmi ces personnes, il y a 4 journalistes, selon le syndicat de la presse en Gambie, que ces journalistes soient libérés. Que les stations de radio qui ont été fermées soient ouvertes. Il y en a 2 stations de radio qui ont été fermées. C'est extrêmement grave dans un État démocratique de fermer des stations de radio. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que simplement, il y a une partie des groupes au sein de la société gambienne qui pensent que le président devrait tenir parole. Il avait été élu sur la base d'un engagement de rester 3 ans et au bout de 3 ans de remettre le pouvoir au peuple gambien pour qu'ils élisent de nouveaux leaders. Et les gens lui demandent évidemment, ce groupe de pression lui demande de tenir cette promesse, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment. En tout état de cause, nous ne prenons pas position sur l'obligation de respecter cette promesse ou de ne pas la respecter. Ce n'est pas cela notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est que le droit de manifester de façon pacifique doit être garanti aux Gambiens, n'est-ce pas? Et la culture de violence des forces de sécurité doit s'arrêter. Et le droit aussi de respecter la Constitution, qui est de 5 ans. Ah oui, évidemment, la Constitution gambienne doit être respectée. Mais comme je le disais, nous ne voulons pas prendre part à ce débat, parce que quand même c'était un engagement qui avait été pris au moment d'être élu. Et nous pensons que tout doit être réglé par le dialogue. On ne doit jamais utiliser la violence pour faire prévaloir son point de vue. Et surtout, les forces de sécurité ne doivent pas se comporter comme ils l'ont fait pendant 22 ans de règne de Gambie. C'est manifestation contre manifestation, finalement, qui a tort, qui a raison. Tant que ces manifestations se passent de façon pacifique, elles doivent pouvoir être tenues. Aujourd'hui, le gouvernement gambien dit qu'il ne reconnaît pas le mouvement Trieus Jotna et parle d'un mouvement subversif, violent et illégal. Il faut s'attendre peut-être que demain, si ce mouvement-là tient à descendre encore une fois dans la rue, que cette manifestation soit réprimée, puisque c'est une organisation qui n'est pas reconnue. Vous savez, le fait de dire qu'un mouvement n'est pas reconnu, parce qu'il se base sur quoi? Il dit que le mouvement n'est pas enregistré. Autrement dit, il n'a pas de récépissé. Mais il y a langue qui manifeste au Sénégal n'a pas de récépissé. C'est des mouvements spontanés. C'est des mouvements citoyens, spontanés, qui évidemment naissent à la suite d'événements particuliers. Et qu'en démocratie, on doit gérer, on ne doit pas les réprimer. Donc le fait de dire ce mouvement est un mouvement illégal, il n'est pas enregistré, rappelle simplement la rhétorique de Yahya Jammeh. Il faut dire que c'est les mêmes forces de sécurité qui sont encore là, les mêmes lois répressives que Jammeh utilisait pour faire taire les Gambiens sont les mêmes lois qui sont encore là. Et ce sont ces mêmes lois qui sont utilisées aujourd'hui pour réprimer évidemment toute dissidence. Et cela est inacceptable. Le Barrow a quand même été élu sur la base de beaucoup de promesses. Promesse de faire de la Gambie un état de droit, respecter les droits humains. Mais au début, vous disiez que vous aviez beaucoup d'espoir par rapport à son élection, puisque quand il est arrivé, il avait annoncé également beaucoup de réformes. Absolument. Une commission vérité et réconciliation. Absolument, qui travaille, que moi-même j'ai rencontré lors de mon dernier séjour en Gambie. Qu'est-ce qui a été fait?
Au moins, est-ce qu'on enregistre quelque chose il y a beaucoup de processus en cours en Gambie. Vous avez le processus de la commission Vérité et Réconciliation qui se passe relativement bien, même si beaucoup de Gambiens pensent qu'il est inacceptable que des assassins viennent confesser des crimes extrêmement graves et qu'on les laisse ensuite rentrer chez eux. Mais les autorités vous disent, la règle du jeu, c'est qu'on laisse les personnes confesser et c'est à la fin des travaux de la commission qu'un rapport sera soumis au président avec des recommandations et le président déciderait de qui il faut poursuivre et qui ne pas poursuivre. Mais est-ce que les événements, ces derniers événements ou bien les événements qui sont en cours ne vont pas saper ce processus qui a été enclenché? Je ne pense pas. La commission Vérité et Réconciliation, je crois, va continuer son travail. Il y a le processus de la réforme de la Constitution qui est en cours, qui est très bien mené. Il y a eu des consultations ici à Dakar. Il y en a eu dans tous les pays où il y a une diaspora gambienne significative. Ils ont été là-bas pour consulter. Et vraiment, ils ont consulté les communautés à la base pour faire cette constitution-là. Et nous espérons que les Gambiens ne vont pas rater l'opportunité d'avoir une constitution qui les met sur les mêmes standards que des pays qui sont cités en référence en Gambie, en Afrique, à savoir des pays comme le Cap-Vert, comme l'île Maurice, comme l'Afrique du Sud. Ce qui veut dire qu'ils doivent accepter. J'ai toujours dit, il ne faudrait pas que Barrow regarde ses voisins. Le Sénégal, la Guinée-Bissau aussi, il doit regarder, qu'il regarde l'île Maurice, qu'il regarde le Cap-Vert, qu'il regarde l'Afrique du Sud, qui sont des pays où on a des pouvoirs séparés, des pouvoirs qui se balancent et où vraiment la démocratie est en marche. Et comment comprendre aujourd'hui le silence de la CEDEAO ou de pays de la sous-région, qu'on puisse avoir ce genre de situation dans certains pays du continent et qu'on n'entende même pas le président Macky Sall, puisque c'est un pays qui est très proche de la Gambie, le Sénégal? Oui, je crois que la CEDEAO, généralement, elle n'a pas l'habitude de réagir sur le chaud. Elle prend toujours le temps d'analyser la situation, de la balancer, parce qu'évidemment, une prise de position de la CEDEAO a toujours des répercussions. Je sais que dans les semaines passées, aussi bien la CEDEAO que l'Union européenne avaient clairement pris leur distance par rapport au mouvement de protestation qui demandait la fin du mandat de Barrow, en disant qu'il ne soutenait pas de processus qui était contre la constitution gambienne. En termes clairs, ces deux groupes se dissocient de Sirius Jotna. Mais comme j'ai dit, le problème n'est pas de dire on est d'accord avec Sirius Jotna ou on n'est pas d'accord. Le problème c'est de dire le droit des Gambiens à la liberté d'expression, le droit des Gambiens à manifester de façon pacifique doit être respecté. Et l'État n'a pas utilisé la force brutale pour réprimer des manifestants pacifiques. Cela est inacceptable. C'est contraire aux normes et aux standards internationaux. Et toutes les lois qui permettent encore de faire cela, qui datent des 22 ans de dictature de Yahya Jammeh, doivent être amendées ou doivent être purement et simplement abrogées. Il faut que la Gambie se mette, n'est-ce pas, s'aligne sur les normes et standards internationaux, parce que c'est là qui peut faire les atouts du pays. C'est un petit pays qui n'a pas beaucoup de ressources et qui a besoin d'avoir une bonne image sur le plan international. Maintenant, avec un taux de chômage de près de 40%, avec une inflation très galopante, avec la santé et l'éducation qui sont reléguées au détriment des renseignements, de la sécurité et de l'armée, est-ce qu'aujourd'hui Barrow pourra tenir justement s'il ne change pas de cap? Il appartient à la communauté internationale d'aider la Gambie. C'est un pays qui vient d'abord de très loin. Si on veut que la Gambie fasse toutes ces réformes du secteur de sécurité, de la constitution, de l'ensemble des lois du pays, il faut l'aider. Mais comment? Qui exactement? La communauté internationale? La communauté internationale. Les bailleurs de fonds internationaux, l'Union européenne, toutes ces institutions, les Nations Unies doivent accompagner la Gambie. Ça, c'est une obligation. Il faut que ces États aident le gouvernement gambien à faire en sorte que ces réformes se passent, mais on ne se nourrit pas de réformes aussi. Il faut que sur le plan économique, on puisse vraiment soutenir le pays à développer l'agriculture, à développer les différents secteurs de l'économie nationale en Gambie, pour qu'évidemment l'impatience qu'on note aujourd'hui au niveau des citoyens en termes de mieux vivre se réalise. On a vu que le dernier bateau qui a quitté qui a échoué sur les côtes mauritaniennes est parti de la Gambie. Exactement. Et que la grande majorité des jeunes qui étaient dans ce bateau venaient quand même de la Gambie. Cela montre que sur le plan économique, même si le plan des libertés, il y a des progrès, sur le plan économique, les attentes restent encore... Et Yahya Jammeh dans tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, sa main ne serait pas derrière parce qu'on a vu la fois passée des gens quand même qui réclamaient son retour. Oui, je pense que qui s'identifient à lui. C'est vraiment une bonne chose que le parti de Yahya Jammeh n'ait pas été dissous.
et qu'on puisse autoriser les membres de son parti à continuer à pratiquer leurs activités. S'ils ne sont pas mêlés dans des atrocités... On peut envisager son retour? Ou bien vous réclamez tout le temps, vous continuez de réclamer qu'il... Écoutez, si Adjamé revient dans son pays, comme l'a dit le ministre, c'est pour faire face à la justice. Et les allégations qui pèsent contre Adjamé sont extrêmement graves. Si vous écoutez les audiences de la Comité Vérité et Réconciliation, mais ce sont des allégations extrêmement graves qui pèsent contre lui. Il est mêlé à beaucoup de crimes, à beaucoup d'assassinats. Donc s'il revient, ce sera pour faire face à la justice. Il y a une présomption d'innocence quand même. Baron ne peut en aucun cas lui garantir l'impunité. Il ne le fera même pas. Mais même s'il lui promettait l'impunité, s'il arrive en Gambie, il sera arrêté, il sera traduit. Il n'a pas de privilège de juridiction. Il n'y a aucun privilège de juridiction. Et je crois que c'est totalement faux de penser que la CEDEAO et les Nations Unies lui avaient garanti qu'il peut revenir en Gambie et mener une vie tranquille, sans rendre compte, n'est-ce pas, des atrocités. Est-ce qu'il ne peut pas jouer aujourd'hui un rôle pour la stabilité de son pays? Je pense que la Gambie est sur la bonne voie pour la stabilité. Ce mouvement de Three Years Jotna, c'est un mouvement qu'on aurait pu gérer, parce que ce sont des manifestants pacifiques, on aurait pu gérer ça, laisser les gens manifester et rentrer chez eux. Donc ce mouvement ne menace en aucune façon la stabilité du pays. On a seulement aujourd'hui encore en Gambie des forces de sécurité qui ont une culture de violence. Et cette culture ne peut pas changer du jour au lendemain. Ça a été quand même 22 ans de dictature. Et ce sont les mêmes hommes qui sont là. Ce sont les mêmes militaires, ce sont la même police, ce sont les mêmes lois qui sont encore là et qui sont utilisées pour évidemment procéder à cette répression. À côté, il y a la Guinée. On parle sur place de plusieurs morts, des manifestations qui durent depuis un certain temps. On ne vous entend pas sur la Gambie? Ah non, sur la Guinée, je pense que Amnesty a sorti beaucoup de déclarations sur la Guinée. Nos collègues se sont rendus en Guinée il y a quelques mois. Ils sont restés en Guinée une ou 2 semaines. Ils ont rencontré les autorités, l'opposition, les différentes parties prenantes en Guinée. Évidemment, notre position par rapport à la Guinée, c'est clair. C'est encore une fois de demander aux autorités de respecter les droits constitutionnels des citoyens. Le président organise quand même des manifestations de ses partisans. Il faut qu'il autorise les manifestations de l'opposition. Des présidents qui ont des... S'il est sûr de sa popularité, qu'il permette à l'opposition de manifester. Mais est-ce que le pouvoir a le monopole de la violence aussi dans ces genres de manifestations? Oui, vous savez, il y aura toujours des dérapages, mais il appartient aux forces de sécurité d'encadrer les manifestations, de faire en sorte qu'elles ne dérapent pas. Mais est-ce que vous aussi, vous essayez d'équilibrer On n'est pas, vous savez, on demande toujours aux ONG d'équilibrer. On n'a pas équilibré, on n'a même pas à être neutre. Oui. On doit rappeler aux États leurs manquements. Ce sont les États qui signent les engagements internationaux, ce sont les États qui ont évidemment la responsabilité de faire respecter ces droits. Mais vous avez aussi la responsabilité de rappeler aux uns et aux autres. Absolument, nous disons toujours aux citoyens que le droit de manifester de façon pacifique est garanti dans pratiquement toutes les constitutions du monde et par le droit international. Le droit de manifester de façon pacifique. Lorsque les manifestants deviennent violents, évidemment, ils prêtent le flanc et donnent aux États l'occasion de les réprimer. Exactement. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui faire en sorte que nos chefs d'État puissent se conformer à ce que vous dites? Puisque très souvent, ils ont les pleins pouvoirs et il est difficile de pouvoir leur faire faire certaines choses tout en sachant que c'est eux qui détiennent le monopole de tout ce qu'il y a comme sécurité et consorts. Écoutez, moi je pense qu'il faut une conscience citoyenne. Il faut que... On a bien vu qu'en Afrique, on ne peut pas compter sur l'extérieur pour imposer des changements. Ça n'a jamais marché. Les principaux puissances occidentales sur lesquelles on peut compter, dès que vous avez des ressources minérales ou minières et que vous servez très bien leur compagnie, vous pouvez faire ce que vous voulez, ils s'en foutent. Regardez l'Afrique centrale. On a des présidents de père en fils depuis 40 ans, qui emprisonnent les opposants, organisent des élections truquées. Vous avez entendu réellement les Occidentaux faire pression sur ces pays-là? Ils ne le feront pas. Tous les pays qui ont des ressources naturelles, c'est l'une des malédictions des ressources naturelles. Quand vous en avez, évidemment, très rarement la démocratie elle marche. Parce que les autorités sont sûrs de l'impunité. Ils sont sûrs qu'ils ne recevront jamais la pression, évidemment, des gouvernements qui passent pour des donneurs de leçons. Et en plus, ces gouvernements n'ont plus de légitimité.
Aujourd'hui, vous prenez les États-Unis, il n'y a pas un pays qui viole les droits humains plus que les États-Unis. D'accord. Et tous ces pays. Donc, ces pays-là ont perdu la légitimité de donner des leçons aux petits pays. Avant de vous laisser partir, on ne peut pas vous avoir ici sans pour autant aborder ce débat que vous avez soulevé en proposant la dépénalisation de la consommation du cannabis. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour faire cette proposition? Écoutez, vous me donnez l'occasion de faire quand même des précisions parce que je voudrais d'abord dire que ce débat est arrivé dans le cadre, évidemment, d'un débat sur les conditions carcérales. Nous visons au moins 3 prisons dans l'année. Et ce qui se passe dans les prisons, nous le savons. Nous nous entretenons avec les détenus, avec les personnels pénitentiaires, à qui je voudrais rendre hommage pour son ouverture et surtout pour les efforts qu'ils déploient dans des conditions difficiles pour gérer les prisons. Évidemment, cela demande de la réflexion. Parce qu'on ne peut pas dire à l'État de mobiliser des moyens pour construire les prisons dans un pays sous-développé. L'État doit mobiliser les moyens pour construire des écoles et des hôpitaux. Donc, il faut trouver une alternative à l'engorgement des prisons. Et ce que nous voyons souvent dans les prisons, c'est que vous trouvez des jeunes de rien du tout qui se retrouvent là parce qu'on les a pris avec un cornet de chanvre indien. Alors nous n'avons jamais dit qu'il fallait légaliser le chanvre indien. Légaliser, ça signifie que vous autorisez la production, vous autorisez la vente libre, etc., etc. Nous avons dit que pour les jeunes que l'on prend dans les quartiers avec un petit cornet de yamba, leur place, ce n'est pas dans la prison. Leur place, c'est dans les centres de désintoxication. Ces jeunes sont des malades qu'il faut aider à guérir. Ce ne sont pas des gens qu'il faut envoyer. Ce ne sont pas les jeunes qu'il faut envoyer en prison. Et les lois qui permettent de les envoyer en prison, il faut les revoir. Mais nous n'avons jamais dit que les gros trafiquants, c'est ce qui, que Cicelo d'ailleurs a souvent stigmatisé, ces gens-là, il faut les combattre. C'est ce qu'ils produisent, il faut les combattre. Sans relâche. Mais ce que nous disons aussi, c'est que vous prenez un gosse de 15-16 ans avec un cornet sur un terrain de basket à Dakar, vous le mettez en prison pour 6 mois, pour 1 an. Les longues détentions, oui. Pendant même qu'il est en prison, il peut devenir un toxicomane. Parce que malheureusement, la drogue, elle est présente dans les prisons. La drogue, c'est comme les armes. Si vous payez, s'il y a la demande, on vous livre la drogue. Voilà. Donc, malheureusement, dans ces pays, on ne s'écoute pas. Dès qu'une idée est agitée et qu'elle paraît étrange, chacun y va de son commentaire. Et ensuite, le débat est devenu viral. Mais nous avons appelé les Sénégalais à réfléchir sur le sort qui est réservé à ces jeunes qui tous les jours sont condamnés par dizaines par nos cours de tribunaux, simplement parce qu'on les a fait un cornet de yamba. Merci beaucoup, Seydi Gassama, le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Merci également, Pape Djibril